salut, bienvenue dans Prince Lecteur. Aujourd'hui on va parler donc d'une saga, je pense qu'on peut dire une saga, même si c'est une petite saga, qui m'a vraiment donné envie de lire quand j'étais plus jeune. J'avais 16 ans, je venais de commencer à travailler dans une maison de la presse. Et qu'est-ce que je vois dans un des rayons? Ceci, donc Le Lac des Pleurs, la quête de Deltora, par Émilie Roda, traduit de l'australien par Christiane Poulain. Alors, j'ai vu ce livre et en fait, j'étais un gosse, et vous voyez, je sais pas si vous le verrez bien, mais une couverture, je sais pas si... Ah si, peut-être que vous le voyez. Donc c'est une couverture en 3D, donc ça m'a subjugué. Alors on dit, faut pas juger un livre par la couverture, mais j'étais faible et je vois un un décor très, très corrompu, avec une créature horrible au milieu, plein de créatures horribles au premier plan, des montagnes pointues, un lac sombre et tout. Et le problème, c'est que c'est le numéro 2 de la saga. Donc même si j'adorais, dans ma librairie où je travaillais, il n'avait pas le numéro 1. Donc du coup, travaillant dans la librairie, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai commandé pour voir quoi. Et du coup, le premier livre, c'est Les Forêts du Silence. Donc je vais vous lire la première de couverture, la quatrième, pour que vous compreniez un peu l'histoire. Et de toute façon, dans cette vidéo, je vais clairement vous dire à peu près toute l'histoire. Donc comme vous en doutez, les héros vont pas mourir à l'épisode 1, 2 ou 3, parce qu'il s'agit d'une saga de 8 livres. Et je peux vous jurer que moi qui avais lu que les Harry Potter, et encore, je sais pas si je les avais tous lus, parce que dès le moment où Harry Potter a commencé à devenir un peu plus, les livres ont commencé à devenir un peu plus gros, le ton augmente. Harry Potter, j'en ai parlé avec Saphira dans notre podcast Tu es un débat Harry, que Harry Potter, les premiers 1, 2, 3 commencent vraiment comme la littérature enfantine, mais moi qui étais un enfant qui était super actif, qui a été très très jeu vidéo, c'était très dur de me faire garder un livre très longtemps, surtout si le livre était long, qu'il y avait plus de choses à avoir en tête. Je crois que j'ai lu jusqu'au 4e, pour sûr, et après je feuilletais, au final je les ai tous lus, mais ça a été beaucoup plus dur quoi. Là c'est vraiment écrit très facilement, ça se lit facilement, et ça n'empêche pas que j'ai réussi à tout lire, donc ça prouve à quel point ça m'a gardé en haleine quoi. Et je trouve que trop peu de gens en parlent, surtout en France, de la quête de Deltora, alors que dans mon enfance, s'il n'y avait pas eu tout l'engouement autour d'Harry Potter, auquel pouvait vraiment en parler à des amis, etc., je pense vraiment que dans mon enfance, la quête de Deltora a eu autant d'importance qu'Harry Potter, quoi. Mais on va en parler tout le long de la vidéo, désolé, elle va forcément être longue. Donc, les Forêts du Silence, Deltora, pays des monstres et de la magie. Le Seigneur des Ténèbres, très cliché, mais quand vous êtes enfant ça marche, projette d'envahir Deltora. Seul obstacle à sa soif de conquête, la ceinture magique, dont les 7 pierres précieuses possèdent de mystérieux et puissants pouvoirs. Hélas, le tyran triomphe. Un matin, les pierres sont dérobées, puis dissimulées aux 4 coins du royaume. Le sort de Deltora semble scellé à jamais. Dans le plus grand secret, Leaf et Barda partent à la recherche des joyaux, 1001 périls les attendent. Un royaume à libérer, 7 pierres précieuses à retrouver, entrez dans la quête. Clairement, il y a tout. Il faut retrouver 7 pierres, un livre par pierre. Chaque pierre a un pouvoir spécial, le héros doit tous les retrouver. Et en plus, sur le côté, vous avez vraiment... Moi, complétiste, collectionneur, vous avez vraiment sur le côté des livres, à chaque fois qu'on trouve une pierre, on l'ajoute à la ceinture. Donc forcément, il y a le côté « Ah, je veux dans ma bibliothèque ». Enfin voilà, c'est vraiment... Alors, le premier livre, je le cache pas, la moitié est assez compliquée à lire, et j'avoue, heureusement qu'il y a l'autre moitié. C'est vraiment, vous savez, ce genre de livre où il y a vraiment beaucoup trop d'exposition au début, pour vous expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi, machin. Et en fait, toute la première partie du livre, on n'est pas avec le héros, donc qui s'appelle Leaf. J'ouvre le livre par hasard, le chapitre sur Leaf.
On n'est pas du tout avec lui, on est dans le passé du royaume, où en fait on est avec le roi et ses amis il y a très longtemps, donc il y a 16 ans avant le début. Ça veut dire qu'il y a vraiment 16 ans où le mal a vraiment gagné, quoi. Où donc ce fameux seigneur des ténèbres, il s'appelle vraiment comme ça, hein, vient du pays des ténèbres et avait tout organisé pour attraper la ceinture et pour séparer les pierres. Et c'est pour ça que c'est assez long. Mais ce qui... J'aime bien parce qu'il y a le côté un peu carotte pour les enfants dans ces livres, c'est vraiment que vous avez la carte, mais à certaines pages vous avez le côté, comme je vous dis, carotte, où il y a un petit dessin avec, en général il y a des choses écrites dessus, mais ou des énigmes, ou par exemple celle qui marque beaucoup dans le premier c'est, je sais pas si je vous le grossirai, mais éveille cet ours. Éveille l'ours, ce gros nounours, vite sourisette, file dans ta cachette, lève la plaque et c'est dans le sac. Donc clairement, dans un peut-être des livres pour ados et ou adultes, c'est le genre de dessin qu'on vous précisera. Là non, il a vraiment été dessiné, il a été... Et du coup, vous arrivez là, quand vous êtes enfant, vous dites cool, il y a un dessin, quoi, il y a des images dans ce livre. Mais moi, ça m'a beaucoup aidé, et c'est ce qui, grâce vraiment à ce livre, à ces livres, ça m'a donné envie de lire en général, quoi. Il s'agit de Leaf, un jeune homme de 16 ans, donc c'est le héros, hein, le classique, avec on va dire son garde du corps, c'est un ami de leurs parents qui s'appelle Barda, un grand monsieur, alors ils disent d'âge mûr, mais franchement, parce que oui, il y a eu une série animée, il y a eu un jeu vidéo de la quête de Deltora, qui sont passés totalement inaperçus en France, enfin inaperçus non, on a quand même eu la saga entière, hein, et qui vont donc dans les forêts du silence pour la première épreuve, pour trouver la première pièce qui est la topaze, et vont donc rencontrer Jasmine, le personnage féminin du groupe, qui a elle un corbeau, Cri, et une petite créature qui ressemblerait à une petite boule de poil avec des pattes qui s'appelle Filly, et ensemble ils vont donc aller chercher toutes ces pierres, voilà. Donc je vais vous faire un résumé rapide de chacun des livres, et vous dire quels sont mes préférés et pourquoi, mais en tout cas, je les ai finis il y a pas longtemps, ça m'a pris un petit temps quand même pour tous les lire, parce que comme je vous dis, alors que il y en a un, je vous dirai quand j'y suis arrivé, je l'ai lu en un coup. Bon, il y en a pas pour 5 heures chacun, hein, on n'est pas sur des gros livres, bien sûr c'est des livres pour enfants, et c'est ça qui m'a vraiment donné envie, parce que le premier livre quand j'étais enfant, là je les ai relus, hein, exprès pour, dernièrement, je voulais absolument les relire dans ma vie, donc je les avais lus, j'avais 16 ans, j'en ai presque 40 aujourd'hui, donc ça fait presque 20 ans, vous imaginez que je les ai, mais je suis content de les avoir relus, ceci dit. Et donc quand vous l'avez fini, vous avez envie de continuer, et c'est ça qui est bien avec ce format petit livre, parce qu'il y a un peu cet accomplissement, vous avez fini un livre, quand vous êtes petit et que vous n'avez pas beaucoup lu dans votre vie, moi ça m'a fait, je sais pas, c'est satisfaisant, quoi. Donc dans le premier livre, comme je vous l'ai dit, la moitié est consacrée à des personnages qu'on ne reverra peut-être pas, on ne sait pas encore, que Leaf est donc le fils du forgeron qui était l'ami du roi, et son but est donc de retrouver, parce qu'il a été formé toute son enfance à qu'est-ce que la ceinture de Deltora, la légendaire ceinture avec toutes ses pierres, nanana, et il faut qu'il retrouve donc tous les morceaux de la ceinture, et ensuite qu'il retrouve l'héritier, parce qu'une fois que l'héritier aura la ceinture, l'héritier du trône, parce que le roi et la reine se sont enfuis, l'héritier du trône aura la ceinture, le Seigneur des Ténèbres pourra rien faire, c'est vraiment un truc super cheaté, hein. C'est la ceinture, et puis... je précise quand même que le Seigneur des Ténèbres, du coup, on peut pas détruire la ceinture. On peut au pire l'abîmer pour enlever les pierres, mais c'est tout, mais les pierres sont indestructibles. Et on ne peut pas les faire sortir du royaume, sinon la personne qui... c'est que des facilités scénaristiques, mais quand vous êtes enfant, vous êtes... voilà, ça paraît logique, il faut que l'histoire soit simple. Si jamais la personne qui a décidé d'emmener les pierres en dehors de Deltora, il en mourrait. Donc le Seigneur des Ténèbres ne fait pas ça, il envoie les 7 pierres à cet endroit qu'il contrôle, parce qu'il a pris contrôle petit à petit du royaume, c'est super bien expliqué en même temps dans 7 livres, enfin 8 du coup, vous avez le temps de faire votre univers, gardé donc par des gardiens. Donc là, ce qui est marrant, c'est que du coup, très souvent, vous le verrez sur le côté, le gardien est toujours affiché en gros sur la première de couverture. Et donc là, Leaf, Barda vont aller dans cette fameuse forêt des silences, trouver Jasmine, qui est une jeune fille qui est née dans la forêt pour se cacher avec ses parents du Seigneur des Ténèbres.
Et donc ses parents sont morts ou disparus, on ne sait pas trop, et donc elle va aider nos héros. Dans le premier livre, on affronte donc cette espèce de gardien. Attention, bah du coup, je vais spoiler à chaque fois ce qui se passe dans les livres, parce que vous vous doutez bien que tout se passe bien jusqu'à la fin, et la fin peut-être que je la spoilerai, enfin je mettrai une alerte spoiler, au cas où, parce que c'est vraiment le gros twist de la fin. C'est donc une armure enchantée, qui est possédée par... Enfin c'est plus possédée par un... c'était pas forcément un méchant, mais qui attend son amour, et qui donc protège la gemme, et si je dis pas de bêtises, la première gemme, elle est dans son épée. Donc voilà, ça se passe relativement bien, je vais pas vous dire exactement tout ce qui s'y passe, mais il récupère du coup la première pierre, la topaze, donc qui a le pouvoir de faire voir s'il y a eu, on va dire, un message vers nos amis, vers les proches qu'on a perdus. Et du coup Jasmine, la nouvelle héroïne qui vient d'arriver, elle voit sa mère, donc hélas elle apprend que sa maman est décédée, et qui lui dit il faut que tu les suives, suis Lif et Barda, leur quête est juste, parce que du coup ils doivent garder absolument le secret, parce que le Seigneur des Ténèbres a des adeptes partout et qui s'y cachent, bien sûr, qui s'en cachent. Donc du coup, il y a que ces trois-là qui sont vraiment au courant de la quête de Deltora, quoi. Il faut absolument pas que le Seigneur des Ténèbres apprenne qu'on essaye de récupérer les pierres. Et ceci dit, il apprend que très tard dans les romans, qu'ils réussissent à le faire, quoi. Donc on arrive à ce fameux livre que je voulais absolument arriver depuis très longtemps, le Lac des Pleurs, parce qu'on apprend qu'il y a une sorcière qui s'appelle Tigam, qui est l'agente en fait de ce coin de la région de Deltora qui règne en fait. Et dans ce livre-là, déjà, le ton monte assez rapidement, parce qu'il y a vraiment tout un côté assez cauchemardesque où nos héros ils se font embarquer par deux petits vieux qui ont l'air super sympas, mais Lif du coup, qui a la topaze qui lui permet d'éclaircir son esprit aussi, elle fait beaucoup de choses cette gemme là, lui permet de se rendre compte qu'en fait ce sont les enfants de la sorcière. Elle en a 9 je crois, mais là il y en a 2 et du coup qui sont en train de préparer à les manger. Et ce qui est marrant, c'est que dans le livre, ils parlent à l'envers. Les personnages, vraiment, c'est vraiment écrit comme si vous mettez toute la phrase, pas la phrase, mais toutes les lettres à l'envers, et du coup ils comprennent rien. Mais une fois que Lif a touché la pierre, directement, il entend tout ce qu'ils disent, oh, on va les bouffer, on va les manger, la maison qui paraissait belle devient dégueulasse, il trouve un esclave de ces donc ils s'en sortent, hein, bien sûr, il trouve l'esclave de ces personnages, et qui les aide à aller jusqu'au Lac des Pleurs, et là c'est horrible, vraiment, ils essayent d'aller dans le lac, parce que grâce à la pierre, il réussit à sentir que l'autre pierre, donc qui est le rubis, n'est pas très loin. Et c'est horrible parce que à peine mis un pied ou une main dans le lac, ils sortent avec des sangsues, des trucs dégueulasses. Enfin, c'est super bien précis, c'est horrible. Et gardé par donc ce fameux gardien. Donc comme je vous ai dit, on voit le gardien à chaque fois sur la couverture. Je suis désolé, cette vidéo va être très longue, mais je voulais pas faire une vidéo par livre, ça aurait été ridicule. Et ce qui est marrant, je vous ai dit, il y a des petits dessins, mais c'est aussi en général des énigmes en fait. Donc là, je vais vous trouver un exemple, mais on trouve vraiment un bout de panneau qu'on trouve la suite plus tard. Donc là, par exemple, cloche dans la cage pour entrer. Mais en fait, quand il trouve plus tard l'autre partie, ça dit « Ne tirez pas sur la cloche, gare au marécage, danger, ne pas entrer ». Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça, et quand vous êtes un enfant, un adolescent, ça vous hype quoi, vous avez envie de voir la suite. Il y a même une énigme, je sais pas dans quel livre, où il faut mettre le livre comme ça pour la comprendre. Bon après, bien sûr, les personnages vous l'expliquent, donc vous le faites après. Et donc du coup, on apprend... là c'est étonnant, parce qu'on apprend qu'il y a cette sorcière, mais la sorcière, elle apparaît dans ce livre, et on l'affronte, on la bat dans ce livre. Moi je me dis ça va être une grande générale qu'on va affronter plus tard. Bah non, vraiment, ça se fait pas sans peine. Hein. Mais d'ailleurs dans la série animée, la sorcière ils la font pas vraiment mourir pour qu'elle revienne, pour qu'elle fasse dans un épisode filler un peu plus tard. Donc voilà pour le Lac des Pleurs. Donc on affronte le monstre grâce à de la musique, parce que le monstre n'avait pas entendu une musique depuis très longtemps, et l'esclave qui sont avec eux, qui sont avec les héros, il a une flûte, et du coup il dit vas-y joue-nous une musique, et là, à un moment il se retourne, et il se rend compte que ce monstre qu'ils avaient vu plus tôt, est juste là, à sa grande gueule, en train de les regarder, et puis qui dit joue, continue à jouer, vas-y joue, et là t'es... Waouh, en fait on n'est pas à l'aise quoi. On se dit à un moment ouais ils sont dans un feu de camp, ils sont tranquilles, on va trouver une astuce pour aller chercher la pierre, mais bon si elle est au milieu du lac, comment est-ce qu'on va y aller quoi. Et là le petit commence à jouer et
ils en profitent, ils disent regarde-toi, il y a le monstre horrible qui est juste là. Enfin, vous lisez, vous n'arrivez pas à vous arrêter, quoi. Et après, ils réussissent plus ou moins à le convaincre de l'emmener à la pierre qui est dans une espèce de petite montagne au milieu du lac. Et entre-temps, la sorcière arrive. Salaud, tu m'as désobéi. Alors il y a un affrontement entre la sorcière. Bon, je vais pas vous dire les détails, mais la sorcière, du coup, elle est immortelle tant qu'on ne fait pas couler une goutte de son sang. Mais elle est dans une bulle qui la protège. Donc il faut trouver une méthode pour... Donc voilà, je vais pas vous donner... Je suis désolé, vraiment, ça va être tellement brouillon, mais j'ai envie de tout vous dire, et en même temps, je peux pas vous faire un résumé de chaque chapitre. Donc en gros, tout se passe bien. Le monstre était en réalité un habitant de la ville voisine, et toutes les créatures du lac étaient des personnes qui ont été transformées par la sorcière. Et du coup, il récupère le rubis. La pierre peut guérir du poison et elle change de couleur en fonction du danger. C'est comme ça qu'ils ont su que la sorcière allait arriver. Donc vraiment, je l'adore parce qu'il y a un côté il y a un côté très sombre dès le moment où les personnages arrivent près du lac des pleurs. Et c'est là où on se rend compte du pouvoir du Seigneur des Ténèbres. Si ce personnage a sous ses ordres quelqu'un d'aussi puissant que Tiegan, qui peut changer tout un royaume, qui peut faire un lac de créatures horribles et tout, on se dit aïe. Le numéro 3, la cité des rats, donc avec, comme on peut le voir, un gardien qui est un gros serpent avec, en plus on le voit sous la couverture, l'émeraude sur sa couronne. C'est l'émeraude? Non, c'est pas l'émeraude, c'est l'opale, je crois. Bon, la pierre qui a des couleurs arc-en-ciel. La particularité de celui-là, c'est qu'au début du livre, il trouve un marchand qui vend, enfin c'est même pas, mais il a vraiment une boutique, Tom il s'appelle, et il a que des objets magiques dans sa boutique, donc une corde qui s'accroche toute seule, des pastilles qui tu les jettes dans l'eau, elle absorbe l'eau, donc tu peux passer dans les petits ruisseaux, les trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment sympa ce côté un peu, les personnages n'ont rien de magique, bon à part les 2 gemmes qu'ils ont récupérées précédemment, mais du coup ça leur rajoute des petits bonus en plus. Mais en gros, à un moment, ils perdent connaissance après avoir foncé sur des créatures. En gros, le vendeur, ils apprennent qu'il fait partie de la résistance grâce à un code précis. Et du coup, ils leur prêtent des montures qui étaient réservées à des méchants, mais ça on l'apprend plus tard, donc c'est assez marrant. Et du coup, les créatures sont incontrôlables, elles vont vraiment trop vite, et en gros, ils se pètent la gueule. Clairement, ils perdent connaissance et ils se réveillent dans une cité où les gens sont pour la plupart... où les dirigeants, je crois qu'ils sont 7 ou 8, sont recouverts par des grandes capes qui font très plastique dans la façon dont c'est écrit, et on voit pas leur visage, et du coup ça fait très secte. Et ces personnes les accueillent très bien, vraiment, ils ont un super repas, quelque chose de parfait et tout ça. Mais à un moment, il y a la petite créature de Jasmine qui sort, donc... fille, et du coup ils ont créature et tout, et puis là il réussit à s'enfuir, danger de mort. Alors on se demande mais qu'est-ce qui se passe et tout ça, ils sont emprisonnés et tout, pourquoi c'est pas grave une petite créature, et c'est qu'en fait c'est des personnes qui sont obsédées par la propreté sur leur nourriture et tout. On apprend plus tard pourquoi, je vous expliquerai. Et du coup les héros réussissent à s'enfuir par un trou. Mais c'est un trou où vraiment il n'y a que les dirigeants qui peuvent y aller, et c'est par là-bas où part toute la nourriture qui est considérée comme impropre. Et pourtant c'est de la nourriture de fou, hein, genre là-dedans Barda, donc un des héros, dit du chocolat, mais j'en ai pas connu depuis plus de 17 ans quand à Deltora il n'y avait aucun problème et tout. Et donc ils réussissent à s'enfuir par ce trou, mais ils se rendent compte qu'il y a un truc bizarre, que le trou, il y a quelque chose de bizarre. Et entre-temps, ils ont chopé un méchant, et pour se déguiser, ils ont pris, donc des dirigeants du coup, ils ont pris leur tenue de rouge là, pour s'enfuir, et un d'entre eux est avec eux, mais il est sonné, et il touche le mur sans faire exprès. Et là, il commence à gangréner, à devenir tout pestilentiel et tout, et puis il est mort. Et puis ils disent « Oh, c'est pour ça qu'ils ont ces tenues, pour se protéger de ce trou, parce qu'il est plein d'un champignon super dangereux. » Et ils se rendent compte en sortant qu'ils font passer la nourriture soi-disant impropre, mais c'est en fait qu'ils l'envoient au Seigneur des Ténèbres. Donc, les dirigeants sont des méchants qui sont au service du Seigneur des Ténèbres, et tous les autres, ils sont en esclavage à faire de la nourriture de fou toute la journée, qui part pour le Seigneur des Ténèbres. Donc et voilà, en fait les livres sont toujours en 2 parties comme ça, et c'est ça qui est super intéressant, parce que on se dit tout ça va être la cité des rats. Non, la cité des rats c'est que 2-3 chapitres à la fin, et donc ils se rendent
à la Cité des Rats après, hein, et ils font le lien en se disant, mais oui, les habitants de la Cité des Rats avant, c'est là d'où on vient. Et ils ont peur de tout ce qui se rapproche de près ou de loin à des rats. Et Figgy, du coup, la petite bestiole de Jasmine, leur a fait penser à un rat. Donc c'est pour ça qu'ils sont traumatisés de ça. Bon, ça n'empêche pas aux dirigeants de travailler pour le Seigneur des Ténèbres. Donc bon. Ils arrivent à la Cité des Rats, qui est vraiment pleine de rats, mais vraiment tellement pleine de rats que ils ont dû attendre le jour pour y aller, parce qu'au départ, ils y allaient de nuit. Et tous les rats dorment quelque part, on ne sait pas trop ça, mais parce qu'ils sont arrivés, vraiment la Cité des Rats est au milieu d'un espèce de désert super aride, parce que les rats ont tout bouffé forcément, et ils se font attaquer par une avalanche de rats, enfin c'est impressionnant, c'est super bien écrit pour ça, je veux dire, on a peur pour les personnages, ils sont obligés d'aller dans l'eau, entourant la Cité des Rats, enfin toutes les terraries de la Cité des Rats pour pas que les rats les suivent. Et du coup ils arrivent dedans et le serpent, donc le roi, l'espèce de roi là, roi des serpents, il arrive et il dit qu'est-ce que vous faites là, je savais que vous arrivez parce que l'opale permet un peu de voir dans l'avenir, c'est son pouvoir et je savais que vous étiez là. Et du coup, le combat est assez rapide, je crois que c'est Jasmine, il y a tout un combat hein, mais qui réussit à lui couper la tête. Du coup, ça n'a pas empêché au rat d'être toujours présent, hein. Et du coup de récupérer la fameuse opale, donc le serpent qui parle. Hein. D'ailleurs, le héros Leaf se fait quand même mordre par le serpent, mais il est soigné automatiquement parce qu'il a le rubis du livre précédent qui soigne de l'empoisonnement. Donc ça tombe bien. Bon, vous vous doutez bien que c'est souvent la pierre qu'ils ont trouvée dans le livre d'avant qui leur permet d'avancer, quoi. Je suis désolé, cette vidéo va vraiment être très longue. On arrive donc au 4e, les sables mouvants. Donc c'est celui qui me hypait le moins, parce que vraiment on dirait une espèce de menthe religieuse, quoi. Et je crois que c'est mon préféré, parce que je l'ai lu en une soirée. Je travaillais le lendemain, rien d'exceptionnel, mais si, parce que j'étais en vacances depuis 2 semaines, et je me suis dit... je vais pas réussir à m'endormir comme ça, on va pas scroller, on va pas se mettre une vidéo qui va polluer le sommeil et tout, je vais commencer à lire, impossible de m'arrêter, c'est vraiment mon préféré. Toute la moitié de ce livre, les héros arrivent je vais essayer d'aller plus vite à partir de maintenant, ils arrivent dans un village et ils se rendent compte qu'il va y avoir un concours de combat. Et le gagnant gagnera plein d'argent et les héros qui sont totalement fauchés, ils ont besoin d'argent pour manger, pour dormir, pour aller dans les auberges et tout. Là ils ont de la chance, tous les participants à ce concours, ils ont auberge, nourriture gratuite le temps que le concours se passe. Et j'ai vraiment adoré, pour tous ceux qui connaissent Mario et la porte millénaire par exemple, dans ce jeu vidéo là, il y a tout un chapitre où on est vraiment un personnage, où on va dans les vestiaires, on va faire un combat, on va dans les vestiaires, et il se passe des choses entre temps, et c'est exactement ça. Il y a des gens qui essayent on l'apprend après, mais il y a des gens qui essayent de les sauver en les poussant vers la sortie, il y a des gens qui essayent de les tuer avant parce qu'ils ont peur qu'ils gagnent, etc., etc. Et tout ce passage, mais c'est génial, il y a vraiment le côté où allez, demain on va affronter cela, demain on va affronter ce lit et tout, enfin c'est génial. De toute façon je peux vous spoiler parce que on est là pour ça, hein, pour vous dire pourquoi je l'aime autant. Et du coup nos héros, pas tous gagnent, mais ils arrivent à une bonne place dans le classement. Et là, la personne qui leur a donné le fric leur dit pour que vous puissiez vous enfuir sans que tout le monde vienne vous demander des autographes et vous voler et tout, et vous partirez dans la nuit à partir de là. Bah oui, c'est normal. La gérante, en fait, c'était une servante du Seigneur des Ténèbres. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils sont passés ? Ils sont fait assommer en sortant pour qu'on leur prenne leur fric, donc du coup qu'ils avaient gagné. Mais c'est des personnes, tous les gagnants sont envoyés au pays du Seigneur des Ténèbres pour devenir des gladiateurs. Alors du coup, ils réussissent à s'enfuir par divers machins et tout ça. Et ils s'enfuient dans les sables mouvants. Donc comment sont représentés les sables mouvants ? En fait, c'est un immense désert. Donc on appelle les sables mouvants parce qu'au milieu il y a des sables mouvants. Donc on sait qu'il y a une pierre à cet endroit-là, donc il faut bien y aller. Ils réussissent à s'enfuir, mais ils sont poursuivis par les gardes qui les ont assommés. Nous, il nous faut ces gladiateurs, hein, le Seigneur des Ténèbres va nous en vouloir. Et parce qu'on ne sait toujours pas que les premières pierres ont disparu, pour le Seigneur des Ténèbres, du moins. Et ils réussissent à se cacher, les héros de ces gardes, mais les gardes se font choper par la créature de l'endroit, donc il n'y en a pas qu'une. C'est ça qui m'a fait un peu bizarre, je dis,
ah ouais, là, il n'y a pas un gardien. En fait, c'est le désert entier, le gardien. Et ce qui se passe, c'est que tout ce qui disparaît, parce qu'en fait, le désert entier est un gardien, c'est une espèce d'entité. Dans la série animée, ils en ont fait une entité vivante, vivante, consciente, qui parle et tout. C'est très bizarre, j'ai pas trop aimé. J'ai radé la série animée de loin, parce que je suis pas du tout bilingue, elle a jamais été traduite. Et tous les objets qui tombent, donc genre ils avaient des sous qu'ils avaient voulu récupérer, que les gardes avaient sur eux, mais en fait on le voit dedans, voilà par exemple, regardez, là c'est l'argent, donc c'était les pièces d'or, le désert, un peu pour se moquer, fait apparaître pendant une courte période les objets qu'il a. Par exemple là on a la dague de l'héroïne, qui a été absorbé par le sable, et ben ça apparaît en dessin dans le sable. Et du coup ils se disent, mais si la pierre a été envoyée au milieu de ce désert il y a de ça tellement longtemps, mais on va jamais la retrouver, c'est pas possible, comment est-ce qu'on va faire? Évidemment il y a une réponse à ça. Ils arrivent au centre et ils se rendent compte qu'il y a un gouffre. Alors il dit, on n'a pas le choix, il faut qu'on reconstitue la ceinture, on n'a pas le choix. Du coup il fait descendre le héros en rappel, et ils se rendent compte qu'il y a une pyramide inversée au centre où il y a tous les objets qui sont entassés comme un trésor énorme. Donc au passage, il récupère la dague de Jasmine, bien sûr, parce qu'elle est tout en haut, donc c'est facile. Et il descend le plus bas possible, et donc on voit la fameuse pierre, donc qui est peut-être le lapis lazuli ou le saphir, tout en bas, et du coup il réussit à l'enlever, mais là il y a une partie du trésor qui commence à s'effondrer, parce que le désert a commencé à absorber, surtout en cette période-là, si j'ai pas de bêtises, peut-être que j'ai un flou à ce niveau-là, mais du coup il réussit à l'attraper, c'est comme ça que ça se termine, et c'est là où on se dit, ah, il n'y a pas forcément un gardien physique à chaque fois, donc vraiment mon préféré, je l'ai lu à une vitesse. Alors vous allez me dire, il y a des gens qui lisent des livres 2 fois plus gros en une journée, mais pour moi qui suis pas un très très grand lecteur, quoi, qui a pas trop le temps entre la fatigue, le boulot, les chaînes différentes que j'ai, et ben j'ai fini, j'étais à la fois fier et vite il faut dormir, quoi. Mais vraiment mon préféré. On avance, allez, les montagnes redoutables, donc avec ce magnifique gardien crapaud que vous verrez, qui a du coup l'émeraude incrustée dans sa tête, entre ses écailles. Intéressant, mais pas mon préféré. Toute la moitié du livre, on est avec des créatures volantes qui expliquent qu'elles vivaient dans les montagnes redoutables avec les gobelins, ils étaient amis et tout. Enfin, ils étaient peut-être pas amis, mais du moins ils y vivaient ensemble, et du coup les gobelins ont commencé à prendre la place et tout ça. Ils ont une fontaine magique qui leur permet dans leur sommeil, s'ils la boivent, d'aller visiter des endroits. Ce qui est assez étrange, mais qui permet du coup à Leaf d'aller voir, hélas, que ses parents ont été capturés. Pas forcément parce qu'ils ont capté qu'il est parti chercher les pierres, parce que encore à ce moment-là, alors qu'on en est quand même à la 3, 4, 5e pierre, enfin il y a peut-être des doutes, mais Et donc on apprend dans les montagnes redoutables que les gobelins sont contrôlés par ce crapaud qui est un serviteur du Seigneur des Ténèbres, hein, qui est devenu le roi des gobelins, et on apprend que c'est son venin à lui qui permet de faire des espèces de bombes qu'ils appellent des ampoules, que les gardiens du Seigneur des Ténèbres utilisent pour... en gros c'est un acide super puissant. Et du coup les héros, la première fois qu'ils l'affrontent, ils essayent de lui jeter dessus, mais vous voulez me tuer avec mon propre venin, ha ha ha. Donc c'est là où on apprend que si jamais on réussit à tuer ce crapaud, et ben déjà il y aura une arme en moins pour le Seigneur des Ténèbres. Donc très intéressant je trouve dans la logique, tout le début du livre qui est très long, parce qu'on est avec ces créatures volantes. Alors oui, on apprend que leur montagne ont été prises et tout, mais j'ai trouvé que c'était assez long. On apprend ce qui est assez marrant, que les gobelins du coup ils sont envahis par une espèce de plante et c'est chiant pour eux, mais les créatures volantes que nos héros rencontrent au début, c'est leur nourriture en fait. Donc du coup il y a les héros qui essayent de dire laissez ces créatures, j'ai oublié leur nom pour dire, laissez ces créatures venir, vous pourrez revivre ensemble comme avant, parce que là vous êtes envahis par ces plantes, eux ils les bouffent et tout, et du coup ils réussissent plus ou moins à convaincre une partie des gobelins de les aider à tuer le crapaud. Forcément il y en a un: Maître, réveillez-vous! Salaud! Enfin, c'est assez marrant. Bon, il y a un combat, je sais plus exactement comment ça se passe. Si, c'est grâce à l'eau, parce que l'eau des songes, elle s'appelle, elle transforme en arbre toutes les créatures négatives, toutes les créatures qui ont un mauvais fond. Ce qui les a sauvés au début du livre, parce qu'il y a des gardes qui les poursuivent et qui, ils ont soif, ils se reposent pendant que les héros se cachent et ils se transforment en arbre. Mais Jasmine, qui a toujours vécu dans une forêt, se dit: mais attendez,
attendez, ces arbres ils sont bizarres. Bah oui, parce que c'est des arbres pas naturels, c'est des méchants qui ont été transformés. Et du coup, le héros réussit à lancer une bouteille dans la gorge du crapaud qui se transforme en arbre. Et voilà. Rien de spécifique, je dis pas que je l'ai pas aimé, je dis juste que ça n'a pas été mon préféré. Intéressant parce qu'il va un peu plus loin dans le côté où le Seigneur des Ténèbres va chercher ce fameux poison, où est-ce qu'il a des serviteurs qui sont asservis à lui. Et là c'est marrant parce que les gobelins vont continuer à donner des ampoules de poison aux gardes qui viendront les chercher de temps en temps, mais en mettant dedans de la sève. Donc du coup, ils continuent à affaiblir le Seigneur des Ténèbres, et en même temps le Seigneur des Ténèbres pense que tout va bien. On continue à aller, il en reste plus que 3. Le labyrinthe de la bête, donc avec cette espèce de limace blanche dégueulasse, donc très piraterie, parce que là on arrive au bord de la mer, nos héros se font capturer par des pirates, on apprend l'existence d'une créature qui peut prendre n'importe quelle forme, et donc du coup il va falloir commencer à se méfier, parce que là par contre on commence à vraiment savoir que il y a un homme d'âge mûr et une jeune fille furibonde qui commence à faire des choses. Voilà, ça se dit pas trop parce qu'il faut que ça reste secret, même pour le Seigneur des Ténèbres, pour pas qu'on pense que son pouvoir faiblit, mais il faut quand même trouver ces créatures, et donc du coup c'est les Halls qui sont des créatures sans vraiment une forme précise, mais qui peuvent prendre une forme précise, et du coup on leur conseille, donc un personnage qui est apparu depuis quelques romans qui s'appelle Doom, qui on sait pas trop s'il est gentil ou méchant, mais en tout cas il conseille, faites gaffe, il faut qu'au moins un d'entre vous se déguise, et ce qu'ils font. Jasmine quitte le groupe pendant un certain temps, et est remplacée par Dame, qui est accompagnant de Doom, donc ça je vous l'ai pas dit parce que c'est un peu secondaire, mais qui du coup, il y a 3 hommes qui se promènent ensemble, donc un jeune héros qui lui veut retourner dans une ville peut-être asservie, on ne sait pas, du coup qui rejoint les héros pendant un temps, et il y a tout un passage où ils arrivent sur un bateau, donc il y a un côté un peu, j'ai envie de dire Hercule Poirot, parce qu'il y a des gens qui meurent, mais on sait pas, c'est forcément quelqu'un qui est sur le bateau, quoi. Et on se rend compte qu'au bout d'un moment, une femme sur ce bateau, c'est Jasmine, mais personne l'a reconnue parce qu'elle est habillée comme une grosse bourgeoise et tout ça. Et dès le moment où Jasmine perd son chapeau, où il remarque que, oh mon Dieu, on voit les 3 personnages qui sont recherchés. Une bourgeoise du bateau se transforme, et en fait c'était une Halls, donc un personnage qui peut changer de forme, et du coup il y a vraiment la grosse bagarre sur le bateau, donc il y a le mec du bateau qui dit vous battez pas sur mon bateau et tout machin, donc il y a beaucoup de gens sautent du bateau à cause de cette bagarre, et le Halls a survécu, on suppose, parce qu'on l'a pas vu mort. Et nos héros vont plus loin, arrivent à la mer, et il y a vraiment une grosse histoire avec des pirates. Ils réussissent à s'enfuir des pirates, voilà, je vous saute les passages. Et il y a Barda qui est bizarre, qui dit ouais, il faut qu'on abandonne, on n'arrivera jamais à trouver dans le labyrinthe de la bête. Et là, il y a Barda, un autre qui arrive et qui le tue. Et en fait, on se rend compte depuis un grand moment, il y avait un Halls qui les espionnait et qui a essayé de les dégoûter de l'aventure, en fait, parce qu'ils pouvaient pas se battre contre eux, il fallait absolument les décourager. Ils se font capturer vraiment par les pirates cette fois, et ils se font jeter dans le labyrinthe de la bête pour être tués par la bête. Donc eux ils sont contents, hein, parce qu'ils se disent ah bah c'est cool, on va trouver, mais c'est horrible parce que la créature, je sais pas si elle est aveugle, mais en tout cas elle est très très lente, et elle poursuit surtout, elle est lente, mais elle a une queue immense qui permet de balayer, d'emprisonner, tout ça pour dire que heureusement que Leaf, les héros, ils ont déjà les pierres, tellement d'amas de mucus séchés partout qu'il l'aurait jamais trouvé. Du coup il réussit à la trouver un peu à tâtons en sentant la chaleur autour de sa taille pour la trouver. Ils réussissent à s'enfuir tout simplement. Je me souviens pas spécialement de la fin de celui-là, le méchant s'appelle le Glu. Bon, il y avait un mec qui était avec eux, pas Dane, hein, parce que lui il est toujours avec les pirates capturés, mais il y avait un random avec eux qui se fait tuer par la bête. Donc voilà, ils réussissent à sortir de la grotte des pirates, et ils réussissent à sortir du labyrinthe, pas loin de la grotte des pirates, mais les pirates sont partis. Ça se termine comme ça. Je l'ai bien aimé pour le côté un peu pirate, Hercule Poirot au milieu, et surtout de ces nouveaux ennemis qui peuvent faire peur, quoi. Ils peuvent être n'importe quoi. Allez, l'avant-dernier, et où ils ont trouvé toutes les pierres, du coup, la vallée des égarés, qui
Et c'était un de mes préférés dans mes souvenirs, et il est vraiment sympa, parce que du coup ils arrivent dans la fameuse ville où le fameux Dane là voulait aller, et ils se rendent compte qu'elle est figée dans le temps. Il n'y a plus aucun habitant, mais elle est figée dans le temps. Elle est protégée par une magie super puissante, et du coup aucune créature maléfique peut rentrer à l'intérieur. Et du coup c'est comme ça que nos 3 héros y rentrent, et du coup il y a Dane, enfin il était là lui, mais Doom et une autre fille qui était une des combattantes dans Les Sables Mouvants, mon livre préféré, qui du coup a rejoint un peu la résistance, qui est là. Et du coup il dit allez-y passez, parce qu'ils ont toujours eu un doute sur eux, et ils se rendent compte qu'il se passe rien, donc c'est cool, ils sont tous gentils, et ils se disent bon on va dans la vallée des égarés qui sont à côté. Et là ils voient plein d'humanoïdes un peu zombies, un peu fantômes, on sait pas trop. Bon quand vous êtes lecteur vous comprenez, c'est les habitants de cette ville qui du coup sont tous sous une emprise dans cette forêt pour toujours quoi, un peu comme des fantômes à tout jamais quoi. Et au milieu il y a une espèce de palais où il y a un gardien, donc le monsieur que vous voyez sur la couverture, qui dit alors vous voulez le diamant, donc le dernier objet, ouais on le veut et tout, et vous devrez résoudre une énigme. Tu vois, ça a l'air facile. Bon il est quand même accompagné de 3 ou 4 créatures horribles qui tiennent en laisse, et il dit voilà vous avez toute la nuit, soit vous partez, y a pas de problème, bon vous avez pas le diamant mais vous partez, soit vous voulez le diamant à la loyale, et ils ont intérêt parce que le diamant si jamais on le vole, qu'on l'obtient pas de façon la personne sera maudite. Et ils savent très bien qu'il vaut mieux écouter les légendes quand même. Donc du coup c'est ce qu'ils font, l'énigme en fait c'est il faut que vous trouviez mon nom, donc le nom du gardien. Du coup il va vraiment dormir, il va dans sa chambre, et là dans le livre, il y a vraiment ces livres là, donc je vous l'ai pas dit, mais en général il y a pas mal de petites énigmes, pas mal de petits trucs en rapport avec des objets qu'on voit, il faut trouver le nom du personnage, vous voyez il y a plein de dessins, il y a plein de trucs, donc on peut s'y trouver avec les personnages, c'est rigolo. Et ils réussissent, assez compliqué, c'est difficilement quand même. Mais au moment où le gardien arrive, il trouve la réponse, et en fait il se rend compte que c'est le roi de Deltora. Eldon, c'est le roi de Deltora qui en est arrivé là. Du coup Barda les héros ils sont totalement ouais mais on n'a pas le choix, il nous faut le diamant. Et juste avant on apprend il y a un monsieur qui est venu avant vous qui avait réussi, mais qui a été tellement dégoûté d'apprendre que je suis le roi, qui est tombé sous le courroux des Seigneurs des Ténèbres, qui s'est cassé. Et donc on apprend que c'est Doom, le personnage qu'on a rencontré plus tôt. Mais entre temps qu'est-ce qui se passe au moment où ils allaient prendre le diamant? Ils se rendent compte que c'est pas le vrai diamant, qu'il en a mis un faux, que c'est un vrai diamant mais pas le diamant de la ceinture, et qu'en fait la fille que je vous ai dit plus tôt qui était avec Doom est venue voler. Et du coup, ça vous ira bien, débrouillez-vous avec ça et tout ça. Mais là, je sais plus pourquoi, mais ils se battent avec le gardien parce qu'ils croient qu'ils lui mentent, en fait, c'est ça. Et le gardien, il dit je sais que c'est toi qui as la ceinture et tout. Alors là ils ont peur parce que la ceinture c'est un secret, le Seigneur des Ténèbres. Et puis il la touche, et il touche je crois la topaze, donc la première pierre qui lui fait reprendre ses esprits. Ouah, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il y a ces créatures qui se retournent contre lui. Parce que du coup lui il est asservi au Seigneur des Ténèbres, mais il reprend connaissance, et du coup ces créatures se retournent contre lui et commencent à lui ouvrir son manteau, et se rend compte que les créatures font partie de lui. Alors c'est assez dégueulasse comme principe, et du coup vite faites quelque chose. Et du coup le héros il coupe comme des cordons ombilicales en fait, et du coup il est assommé, il tombe dans les pommes un peu, il dit retrouvez votre amie et tout machin. Donc il retrouve cette fameuse amie, mais elle est morte parce qu'elle a pris une pierre il savait, le gardien il s'est pas inquiété pour ça, parce que comme elle l'a volé, il savait qu'elle allait pas aller loin, parce que le diamant, il faut le gagner de façon légale, il faut le mériter, il faut pas le voler, quoi. Et du coup, il la retrouve morte dans l'eau. Et c'est assez horrible, en fait. On se dit, what? Ils ont osé faire ça, alors que dans la série, ils l'ont pas fait. Dans la série, ils l'ont laissé en vie. Ils ont fait en sorte que je sais plus, c'est pas important, mais ils ont fait en sorte que ce soit juste entravé. Enfin, voilà, quoi. Et donc du coup tout le monde est libéré, même le gardien, et dit oh là là, et en fait c'était pas le roi, c'était le Seigneur des Ténèbres qui avait eu cette idée pour perturber la défense s'il devait arriver. C'était bien réussi pour le coup. Tous les villageois disent on peut pas retourner chez nous c'est protégé par la magie, et comme on
on a trahi le roi, parce qu'en fait c'est des gens qui n'ont pas été aider le roi, donc comme ils ont trahi le roi, ça fait très Seigneur des Anneaux pour le coup, mais bon il y a beaucoup de points qui se rapprochent de Seigneur des Anneaux, Harry Potter, alors que c'est sorti en même temps qu'Harry Potter, donc c'est vraiment plein de points qui étaient en lien avec la fantasy à l'époque. Je parle pas de Seigneur des Anneaux bien sûr. Attention, à partir de là, il y a vraiment le gros twist, donc si ça vous intéressait, alors je sais que j'ai spoilé certains points bien sûr, mais si vraiment le gros twist de la fin vous intéresse, sautez vraiment toute la partie spoiler. Et enfin le dernier, donc retour à Dell, donc là donc il y a toutes les pierres, mais elles sont dans un ordre précis, dans l'ordre pour écrire Deltora, donc diamant, émeraude, lapis-lazuli, topaze, opale, rubis, et bien sûr l'améthyste. Alors ce qui est bien, c'est que dans celui-là, c'est là où tout se déroule, même si tout le début est un peu long, parce que c'est un peu la guerre froide, on est revenu dans la ville de Dell, donc au tout départ, et c'est très difficile d'être discret, parce que là tout le monde les cherche vraiment, et ce qui est marrant, c'est que regardez, on voit ce qu'on a vu dans le tout premier livre, réveille l'ours, ce bon nounours, mais dans un papier tout plié, tout maillé pour le passage secret, pour aller dans le château qu'on a parlé au tout début. Et donc dans celui-là, je vais essayer d'aller vite, parce que cette vidéo est déjà longue, Dane, donc du coup si on change le personnage, si on change l'ordre des mots, on a Adin, ou je sais plus exactement le nom et puis on se rend compte que c'est lui le descendant, du roi, donc super, on va lui donner, mais entre temps il y a donc ces créatures là les Akbakak, je sais plus leur nom exactement, qui sont des créatures volantes, elles sont immenses dans le ciel, elles prennent une place de fou, c'est vraiment des colosses, c'est elles qui ont apporté les pierres aux différents endroits du royaume. Il vient et le capture. Donc la ceinture reste là, hein, mais voilà, on a l'héritier, les méchants ont l'héritier, etc. Donc c'est très long ce qui se passe, hein. Il y a tous les personnages qu'on a rencontrés dans les précédents romans reviennent, et ils se préparent vraiment à ce que la ceinture, ça y est, va tous nous sauver. Et ils arrivent pas dans le château, mais dans la cour du château, et ils se rendent compte que c'était un piège. Dane était en fait un Holst depuis le début, un Holst très puissant qui peut garder sa forme et qui est même passé à travers de tous les filtres magiques et tout ça. Et c'est assez impressionnant, un personnage qu'on a rencontré il y a 5 romans qui est un traître. Du coup, ils réussissent à l'affronter, à le battre, bref. Le héros, grâce à plein de petits indices, se rend compte qu'en fait c'est Jasmine l'héritière. Bah oui, ses parents, ils ont fui, ils sont cachés dans la forêt du silence et tout ça. On a vu sa mère qui lui a dit vas-y, suis-les et tout ça. Et Jasmine, elle veut pas. Jasmine, elle veut pas avoir le pouvoir. C'est une sauvageonne de la forêt. Elle sait pas nager. Elle est pas à l'aise dans les villes. Elle est pas à l'aise quand elle est dans une maison. Elle met la ceinture, il se passe rien. Elle est Du coup, Leaf remet la ceinture, le combat continue, etc. Et il se souvient d'une légende, de ce qu'il avait appris dans le livre. En fait, il y a un jeu de mots qui est dur à comprendre en français, mais le traducteur a mis une note où en fait, la ceinture doit... attendez... Parce que ce que disait le livre, c'est chaque pierre possède sa magie propre, mais ensemble les 7 gemmes forment un charme infiniment plus puissant que la somme de ses parties. Seule la ceinture de Deltora, telle que l'a faite Adin. Et là, le héros il dit ensemble les 7 gemmes forment un charme, parce que en anglais, spell, le mot signifie charme, mais aussi nom. Donc du coup, il faut mettre les pierres dans l'ordre, comme je vous ai dit tout à l'heure. Donc, il a mis les pierres dans le bon ordre, et il l'apporte à Jasmine. Vite, Jasmine. Mais non, Jasmine est trop loin. Du coup, il boucle la ceinture, et il repart. Et là, la ceinture, illumination. Leaf était depuis le début l'héritier. Il fallait juste que les pierres soient dans le bon ordre. Donc, ses parents le savaient. Ses parents, donc forgerons, et je crois que sa mère, c'était une couturière. C'était le roi et la reine qui, depuis le début, avaient inversé avec le forgeron et sa femme, qui sont les parents de Jasmine, qui sont partis dans la forêt. On apprend que Doom était le père de Jasmine depuis le début. Il l'avait plus ou moins oublié avec tout ce qui s'était passé, parce qu'il a été embourbé, il est parti, enfin on lui a lavé le cerveau et tout, le pauvre. Et du coup, depuis le début, Leaf était l'héritier, on aurait pu s'en douter, mais
comme la ceinture s'allumait, et personne ne le savait, qu'il y avait un ordre précis, même ses parents, ils le savaient pas, parce que c'était vraiment quelque chose de super important pourtant, et du coup, bah voilà, il vint les ténèbres, le Seigneur des Ténèbres, il a même pas eu le temps de sortir. Alors ça, c'est trop marrant, parce ils ont affronté une armée, hein, mais le Seigneur des Ténèbres qui commençait à prendre une forme un peu démoniaque et tout, et ben du coup, il a été repoussé au pays des ténèbres, et c'est comme ça que ça se termine. Bon, c'est beaucoup plus épique que ça dans le livre, bien sûr, mais voilà, je suis désolé, cette vidéo a été longue, mais c'est important aussi pour moi, en fait, de laisser une trace de la quête de Deltora, parce qu'il y avait plein de choses que j'ai oubliées, je vous ai dit grossièrement, mais... Donc voilà, vraiment, j'ai été trop content de les relire. J'ai appris après que la quête de Deltora a une suite, donc la quête de Deltora 2, que je suis en train de lire actuellement, donc je vous en ferai possiblement une vidéo. Donc la quête de Deltora 2, donc voilà, c'est assez logique, parce que, comme vous l'avez entendu, oui, on a vaincu le Seigneur des Ténèbres, vous vous en doutez, il y a eu un twist super intéressant, mais ça n'empêche pas que dans le pays des Ténèbres, eh ben, il y a encore des gens qui sont en esclavage, et c'est le but, donc il n'y en a que 3 cette fois. La quête de Deltora 2, donc je suis très pressé de vous en parler, parce que le ton est beaucoup plus sombre, il y a pratiquement aucune... Il y a des dessins encore, mais c'est beaucoup moins énigmatique. C'est un peu comme si l'autrice, avait voulu continuer à nous agrandir un peu avec nous. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, cette vidéo un peu plus longue que les autres. Je pense pas que j'en ferai des aussi longues à l'avenir, c'est parce que vraiment c'était une saga assez grosse, mais je voulais pas vous faire une vidéo, un livre. Ou du moins si je l'ai fait, je m'en excuse, et c'est vraiment que cette vidéo devait être longue. Gros bisous!